lire les confidences ou les images de la candidate, tenter de gagner puis de ne pas perdre sa confiance, telle est la tâche apparemment difficile des reporters qui, au jour le jour, suivent la campagne de Ségolène Royal. Vous aviez mis votre veste blanche ce soir. La veste de la victoire, c'est 2004 ça. Ah oui. Elle a été chez Pressing. Oui, j'ai précis. La veste de vente de 2004 ça. Collier que je trouve très bien. Voilà, on peut vous taquiner 2 minutes. Hein oui, vous êtes content 2 minutes. Oui. Oui, c'est pour que ça soit 2 minutes parce que comme c'est le dernier débat. Je vais voir déjà les uns et les autres. Ça va? Bonjour. Alors, comment rendre compte au jour le jour donc, de la campagne d'une candidate qui semble entretenir un rapport complexe et tourmenté avec les journalistes et avec les médias? Question à nos 3 invités d'aujourd'hui. 3 reporters en Ségolie, après les reporters en Sarkozy la semaine dernière. Nathalie Segaune, vous suivez la campagne de Ségolène Royal pour le quotidien Le Parisien. Karl Meus, vous la suivez aussi pour l'hebdomadaire Le Point. Et Sébastien Calvet, vous la suivez comme photographe, notamment pour Libération. Mais nous allons commencer tout de suite avec vous, Sébastien Boller, par l'image la plus mémorable du discours-programme de Ségolène Royal le week-end dernier. Et oui, c'était lors de la présentation de son programme et de ses 100 propositions pour la campagne présidentielle. Et les médias, dans leur ensemble, avaient choisi de s'attarder sur un temps fort où elle abordait la question des jeunes des banlieues. J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras-le-corps. J'en ai la ferme volonté, je l'ai là, chevillé au corps, parce que je sais, au fond de moi, en tant que mère, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France, ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Nous avons l'obligation, l'ardente obligation de réussir. J'en fais aujourd'hui devant vous le serment. En voyant ça, j'étais saisi par l'impact émotionnel de cette séquence, avec ce point serré sur le ventre, cette force qui vient des tripes, et on sent que Ségolène Royal joue là sur le registre des émotions profondes, les plus profondes peut-être que l'être humain puisse ressentir, parce qu'en disant ça, bon, elle fait de ces jeunes un peu ses propres enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce qu'elle ne veut pas pour ses rejetons, comment pourrait-elle l'accepter pour les autres? Et je trouve ce passage extraordinaire parce qu'elle se pose en mère de tous ces Français, en véritable mère poule, en jurant solennellement la main sur ce ventre qui a enfanté, qu'elle ne les laissera pas tomber. Alors là, tout le monde se lève sur le banc du Parti Socialiste, Jacques Lang le premier, on voit François Hollande après un petit coup de tête, et puis après un petit décalage, Laurent Fabius, allez moi aussi, et puis tout à droite, Dominique Strauss-Kahn en dernier. Toute la droite du UPS. Hein. Voilà, exactement. Et donc effectivement, il y a tout ce mouvement-là d'adhésion, on se laisse emporter, on se laisse même tellement emporter que je me demande s'il n'y a pas une petite interrogation, une petite inquiétude qui peut poindre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si elle est sincère, c'est une promesse extraordinaire pour l'avenir, c'est la certitude que jamais elle ne laissera ce problème dégénérer, qu'elle le mènera jusqu'au bout. Et par contre, si c'est un geste rhétorique calculé au sein d'un discours bien planifié, là, on est formidablement manipulé. Et tout ça, finalement, se ramène à savoir si l'être humain peut jouer une émotion de façon aussi saisissante sans la ressentir. C'est un débat vieux comme le monde, toutes les réponses ont été apportées. Stendhal, par exemple, disait que non, il disait qu'on ne peut pas faire ressentir une émotion à son public sans la ressentir soi-même. Diderot disait tout le contraire, il appelait ça le paradoxe du comédien. Il croyait avoir constaté que les comédiens les plus brillants, justement, avaient cette caractéristique de faire jaillir l'émotion dans le public sans la ressentir eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur des gestes, des attitudes, des postures, des expressions qui déclenchent mécaniquement des émotions chez les autres, mais pas chez eux. Alors, pour départager Stendhal et Diderot, Sébastien Boller. Oui, ou en tout cas peut-être des avancées des sciences de la psychologie du cerveau récemment. Peut-être que la troisième solution, effectivement, c'est que on va dire que l'émotion soit pas le moteur de l'action au sens où Stendhal l'entendait, mais que l'émotion soit déclenchée par le geste. C'est un peu l'inverse. Regardez Ségolène Royal, qu'est-ce qui se passe? Elle parle d'abord de façon assez posée, et puis il y a un moment, vous allez voir, elle met le poing sur son ventre. Et là, le ton commence à monter. Elle commence à parler de façon plus animée. Il y a une émotion qui commence à grimper jusqu'à l'explosion finale avec ce serment si poignant. Et c'est un petit peu l'hypothèse qui est actuellement privilégiée par les sciences du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on fait le geste d'une émotion, par exemple, si vous faites le geste de brandir le poing sous l'influx de la colère, même si vous ne ressentez pas l'émotion au départ, le geste va créer l'émotion à rebours. On a constaté en laboratoire qu'à ce moment-là, il y a des tas de mécanismes physiologiques, la pression artérielle qui augmente, le cœur qui se met à battre plus vite, uniquement parce qu'on fait le geste, et ça remonterait jusqu'au cerveau pour faire ressentir l'émotion subjective. Donc,
finalement, Ségolène Royal manipulatrice ou sincère, on peut dire qu'elle nous manœuvre parce qu'elle manipule sa propre émotion, qu'elle sait l'impact que ça aura sur le public, mais elle vit une émotion sincère qu'elle connaît en tant que mère. Donc peut-être qu'on pourrait appeler ça une sincérité contrôlée. Bravo, merci. Marianne Escovic, oui, c'est à vous. Un absent de marque au dernier À vous de juger de France 2. Oui, c'était Alain Duhamel qui a été suspendu par la direction de France Télévisions de ses interventions dans l'émission À vous de juger et qui a également décidé, en accord avec RTL où il chronique chaque matin, de se retirer de l'antenne jusqu'à l'élection présidentielle. Alors ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pris publiquement position pour François Bayrou. Alors publiquement, en l'occurrence, c'était lors d'un débat à Sciences Po à Paris en novembre dernier, un débat organisé par les jeunes étudiants UDF qui avait été filmé et mis en ligne. Alors on voit Alain Duhamel qui s'exprimait à propos du candidat UDF, qu'il critiquait sévèrement, mais il finissait par l'aveu qui lui vaut sa suspension. Il pense qu'au fond, en rajoutant un ingrédient néo-populiste à certains moments, il donne du crédit à sa politique de lutte sur les deux fronts. Et moi je crois que sa politique de lutte sur les deux fronts est justifiée, mais que ce qui rajoute la sauce à la mode anti-tout, je pense que ça ne le sert pas. Et en ce qui concerne l'Europe, je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je voterai pour lui, pour dire les choses, donc j'ai pas d'hostilité de principe, mais que j'avais été très déçu par sa campagne pendant les référendums européens. Alors, sur le plan des faits et du déroulement de la séquence, cette image pose beaucoup de questions. Et la première de ces questions, c'est est-ce que cet aveu d'Alain Duhamel est délibéré? Est-ce qu'il veut dire au public son vote ou est-ce qu'il pense que c'est à huis clos? D'après ce que lui explique, il ne savait pas qu'il était filmé, donc il n'avait pas vraiment l'intention que ça soit rendu public. Mais alors ce qui est intéressant, en fait, c'est le timing de cette affaire, parce que donc le débat a lieu en novembre, fin novembre. La vidéo est mise en ligne début février par les jeunes militants UDF, à la fois sur leur site et aussi sur le site de vidéo amateur Dailymotion. Alors nous, on l'avait relevé sur le site d'Arrêt sur Image la semaine dernière, mais apparemment, les choses se sont emballées le matin même, donc le jeudi matin, le matin où il devait interviewer François Bayrou dans l'émission de France 2 À vous de juger. Voilà, et donc suspendu pour toute la durée de la campagne. Alors, toujours est-il qu'avec ou sans Alain Duhamel, ces émissions qui font appel à des vrais gens pour interviewer les politiques se multiplient et commencent à inquiéter les journalistes, semble-t-il. Voilà, on en a entendu certains se plaindre de ce genre de concept, les journalistes, qui ont peur pour leur job. C'était notamment le cas de monsieur Apathy, qui est journaliste sur RTL et qui officie également dans le grand journal de Canal+. Sarkozy, beaucoup, évidemment, il a marqué un peu la semaine avec une émission importante sur TF1, face aux Français, 100 Français, et 8,5 millions de téléspectateurs, 8,2 millions de téléspectateurs, donc c'est pas mal, c'est un beau résultat d'audience. Le problème, c'est que quand on est face à des gens, ils posent une question, l'homme politique, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, répond, et il a été assez inexact dans plusieurs de ses réponses. Et comme il n'y avait pas de journaliste pour lui faire remarquer... Il y avait Poivre d'Arvor, quand même. Où ça? D'accord. Voilà, et Jean-Michel Apathy donnait un exemple de ces inexactitudes. Il parle du SMIC, Sarkozy. Moi, je ne veux pas l'augmentation du SMIC, je veux l'augmentation des salaires. Pourquoi? Parce qu'à force de se baser sur le seul SMIC, on casse l'échelle des salaires. C'est le salaire d'une grande majorité de Français. C'est le salaire de la moitié. C'est pas rien. C'est le salaire de la moitié. Voilà, c'est le salaire de 17% des Français, enfin, des salariés. Donc c'est pas 50%. Donc voilà, il a fait des petites inexactitudes, il rectifiera une autre fois. Voilà, donc une petite inexactitude, 17% au lieu de 50%. Des salariés, c'est quand même assez énorme. Mais M. Apathy n'était pas le seul à s'inquiéter de l'absence de journalistes dans ce genre d'émission. Cette semaine, c'est le secrétaire général de la CFDT, François Chérec, qui rappelait aux journalistes leur devoir face aux candidats, candidats qu'ils devaient interpeller sur ce qu'ils disent. Et François Chérec déplorait leur silence face aux affirmations fausses de Nicolas Sarkozy. Lui aussi en rectifiait certaines de ses affirmations. Par exemple,
Nicolas Sarkozy avait ce même soir affirmé que les retraités étaient de plus en plus pauvres. Or, c'est faux, disait François Chérec, c'est la catégorie sociale dont le pouvoir d'achat a le plus augmenté depuis 20 ans. Même s'il y a effectivement des retraités très pauvres. Alors, la semaine suivante, Jean-Marie Le Pen a la même émission. Voilà, donc j'ai une question à vous poser sur TF1. Et c'était toujours avec PPD, donc toujours sans journaliste. On a voulu vérifier s'il n'y avait pas eu par hasard, là aussi, quelques inexactitudes qui traînaient de ci, de là. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Je connais des personnes qui sont toutes seules avec des enfants et ils peuvent pas avoir ils sont payés au SMIC et ils payent 500 € de loyer. Et comment voulez-vous qu'ils vivent, ces gens-là? C'est vrai, vous avez tout à fait raison, d'autant que vous le sous-entendez, mais on doit savoir aussi qu'il y a en France 7 millions de pauvres. 7 millions de pauvres. Et qu'il y a même 14 millions de travailleurs pauvres. C'est-à-dire de gens qui sont salariés et qui sont pauvres. Voilà, alors 14 millions de travailleurs pauvres, ça fait un peu beaucoup quand même. Et c'est vrai qu'en cherchant du côté de l'INSEE, du côté de l'Observatoire des inégalités, du côté des rapports ou des livres qui ont été écrits à ce sujet, le chiffre qui se dégage, c'est celui de 7 millions. Et encore, c'est la fourchette vraiment la plus haute. Alors pour savoir d'où venait ce chiffre de 14 millions, j'ai appelé le Front National. Et en fait, les 14 millions, c'est une estimation FN qu'ils ont fait tout seuls, puisqu'ils estiment qu'on peut considérer comme travailleurs pauvres tous les gens qui gagnent moins de 2 fois le SMIC, donc c'est-à-dire environ 2500 € brut. C'est vrai que ça commence à faire du monde à la soupe populaire. Alors, on se dit que s'il y avait eu un vrai journaliste sur ce plateau de TF1 ce jour-là, il aurait certainement relevé cette énormité. Ben en fait, pas vraiment, puisque la semaine précédente, Jean-Marie Le Pen, il avait déjà sorti ce chiffre de 14 millions, c'était sur France 2, à quelques centimètres d'Arlette Chabot, journaliste, directrice de l'info de la chaîne de surcroît, et qui n'a pas eu l'air de trouver ça bizarre. J'ai dit tout à l'heure que ce que je trouvais scandaleux dans la réalité française, c'est qu'il y a 14 millions de travailleurs qui sont pauvres. Autrement dit, il n'y a pas que les gens qui n'ont pas de travail qui sont pauvres. Même ceux qui travaillent sont pauvres. Voilà, merci Maya, et on continuera de regarder attentivement les émissions avec des vrais gens. Vous êtes arrêté sur un couple de presque vrais gens le week-end dernier à la télévision. Oui, j'ai regardé Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker, où Michel Drucker interviewait le couple présidentiel. Il avait sur le plateau, sur son divan, Bernadette Chirac. Et il y a un mot dans la conversation qui est revenu plusieurs fois sur les lèvres. Ce mot a été prononcé avec beaucoup de retenue et je vous laisse le découvrir maintenant. C'est la première fois, pendant 20 minutes, qu'il va me parler de Bernadette. Et tous ses proches me disent, mais c'est pas possible, il l'a jamais fait. C'est la première fois à ma connaissance qu'il parle de vous, c'est quand même très étonnant. Oui, c'est très rare en effet. Il n'aime pas beaucoup, il est très pudique de nature. C'est vrai que nous sommes plutôt des êtres assez pudiques, que nous avons plutôt tendance à ne pas montrer trop à l'extérieur nos émotions. Vous êtes tous les deux des personnages publics, évidemment, et pudiques. Vous êtes extrêmement discret sur votre vie. Est-ce que cela veut dire qu'un couple aussi exposé doit garder une certaine part de mystère, une certaine pudeur, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération des couples politiques, l'avez-vous remarqué? On ne porte aucun jugement, naturellement, sur personne. Sur personne. Et donc on est très embêté, en tout cas moi je l'étais, j'étais très embêté pour Michel Drucker qui fait quand même une émission où les politiques ont l'habitude de déballer leur intimité. Je me suis dit, pauvre Michel Drucker, comment il va faire une émission avec ce couple si pudique? Eh bien avec Michel Drucker il n'y a pas de problème, vous lui donnez 3 fois rien et il vous transforme tout ça en film pour adultes, regardez bien. C'est dans cette bibliothèque que le président et vous déjeunez et dînez quand vous n'avez pas d'obligations officielles en regardant les journaux télévisés, surtout le week-end, à 13h et à 20h, comme tous les Français. Et ce salon très intime est aussi, sous le regard de l'impératrice Eugénie, le territoire du petit chien du président, Sumo.
Alors, je ne vous gâche pas qu'en regardant ce chien remuer la queue discrètement de façon très impudique, en voyant cette salle à manger où il doit se passer des choses extraordinairement impudiques, et évidemment en découvrant cet écran d'une platitude abyssale et ces cassettes vidéo, qu'est-ce qu'il y a bien dans ces cassettes vidéo? Il y a tout bien, hein, j'en sais rien. Si, on peut voir sur l'image. J'ai compris à ce moment-là que Michel Drucker était capable de transformer le plomb en or et le silence présidentiel en quelque chose de tout à fait retenu, de tout à fait émouvant. Et même la communication verrouillée du couple chiracien, cette communication verrouillée, elle se met à ressembler à une espèce de mutisme blessé, voyez-vous. Alors bien sûr, je pourrais vous dire là ouvertement ce que je pense de ce genre d'émission. Oui, je pourrais vous dire aussi ce que je pense du rôle que Michel Drucker y tient vis-à-vis du couple présidentiel sortant. Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Pour quelle raison? Tout simplement que je suis pudique. Voilà, il suffisait de le dire. On va maintenant passer au dossier de cette émission avec vous, Perrine Dutreil. On va s'arrêter sur les conditions dans lesquelles les journalistes qui suivent au quotidien la campagne de Ségolène Royal s'efforcent de travailler. Alors, premier tableau, la tentative de recueil des confidences de la candidate. On va découvrir comment ça se passe dans les coulisses entre Ségolène Royal et les journalistes lors de ce qu'on appelle communément des off, c'est-à-dire des conversations informelles tenues habituellement hors caméra et hors micro. Alors dans la séquence que l'on va voir, on est juste après le 3e et dernier débat socialiste, c'était en novembre dernier. Ségolène Royal rejoignait son équipe de campagne et quelques journalistes donc dans un restaurant parisien. Je précise qu'il s'agit de rush, c'est-à-dire d'images non diffusées, tournées par une consoeur, Valérie Montmartin, de Ligne de Mire Productions. Ça va, bonjour. Alors on fait un arrêt sur image pour vous présenter deux protagonistes importantes. Il s'agit de Françoise Degois, journaliste à France Inter, et Isabelle Mandreau, journaliste au Monde. Toutes deux suivent Ségolène Royal dans ses moindres déplacements depuis le tout début. D'ailleurs on les a invitées à venir sur le plateau, mais elles n'ont pas souhaité venir s'exprimer. Alors dans la séquence que l'on va voir maintenant, elles vont proposer à Ségolène Royal de s'asseoir à une table pour discuter. Vous aviez mis votre veste blanche ce soir. La veste de la victoire 2004, ça? Ah oui. Elle a été chez Pressing. Chez Pressing. La veste blanche. La veste de vente de 2004, c'est un collier que je trouve très bien. On peut vous taquiner 2 minutes. Hein? Oui, vous êtes content 2 minutes? Oui. Oui, c'est qu'on s'assoit 2 minutes parce que comme c'est le dernier débat, je vais voir les uns et les autres. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Valérie. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Alors dites-nous un peu le bilan que vous faites de ces débats, parce que c'était le dernier débat télévisé ce soir. Comment? Alors on s'arrête encore pour bien saisir la situation. Alors voilà l'image de la scène. Ségolène Royal est donc assise au milieu d'un petit groupe de journalistes dans le restaurant. On vient d'entendre la voix d'Isabelle Mandreau, assise à côté de Ségolène Royal. En face d'elle, on aperçoit à nouveau Françoise Degois, que l'on va beaucoup entendre dans les échanges qui vont suivre. Derrière, on aperçoit le journaliste de TF1, Antoine Lefebvre, qui essaye désespérément de prendre part à la conversation en vain. Et juste à côté de lui, bien planqué, on vous aperçoit Karl Meus. Dites-nous un peu le bilan que vous faites de ces débats, parce que c'était le dernier ce soir. C'était quand même une épreuve. C'était une épreuve quand même, ces 3 débats. C'était une épreuve au sens où une confrontation à l'intérieur du même parti, c'est tellement quelque chose d'atypique, un peu contre nature, un peu risqué, quoi. Vous en sortez bien finalement, oui. Je trouve, hein. Et donc, et puis en plus, il y avait tellement eu de doutes au départ. La crédibilité, incompétente, pas crédible, faible femme. Ces débats, je ne les ai pas voulus, c'est les autres qui les avaient voulus, pensant que je m'écraserais. J'étais censée être nulle sur le plan économique, inconsistante sur le plan des problèmes de société, mais vraiment... en dessous de tout sur l'international. Sur l'international. Même en dessous de la mer des Sargasses. En dessous sur l'international. Même là, quand je suis arrivée, les journalistes m'ont interrogé là-dessus. Mais comment vous allez faire? Vous n'avez pas le niveau. Qui est-ce qui vous a dit ça?
Ah bon? Mais quand vous êtes arrivé là ce soir, au restaurant? Non, avant l'émission. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Je pensais que vous n'avez pas le niveau. Pourquoi c'est toujours vers vous qu'on posait les premières questions là? Vous savez comme ça? Oui, ils ont recommencé ce soir. Vous avez été, ouais, ceci dit, vous avez été vachement interrompu quand même aussi encore ce soir, j'ai vu. Alors on s'arrête encore parce que tout à l'heure je ne vous avais pas présenté quelqu'un qui était sur l'image et qui est arrivé entre-temps en fait. Jean-Pierre Elkabbach en personne. Il est ici en tant que président de la chaîne Public Sénat qui organisait donc les débats socialistes, on s'en souvient. Elkabbach qui ce soir-là n'a pas l'air d'être franchement le bienvenu dans ce petit groupe. Il y a le mouton là, à droite, le candidat socialiste qui en sortira sera... Oui, on va dans l'oreillette. Et celui qui sortira, celle qui sortira de là... Attention. Pas plus fort. Qu'est-ce que vous disiez? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans le... Non, mais je pourrais vous faire une petite déclaration. Je pourrais vous faire une petite déclaration après. Si je suis désigné, aucune rancœur. Et si vous l'êtes pas? Je ne me mets pas dans cette situation. Personne ne s'y met d'ailleurs, mais bon, je pose quand même la question, excusez-moi. C'est la question débile de Françoise Debois. Ah, si c'était la seule. Il faut arriver. Hein. Les socialistes vont se rendre compte qu'il faut gagner, donc il faut qu'ils choisissent celui ou celle qui a le plus de chances de gagner. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Ah bah rien du tout, mais c'est pas grave, comme toujours. Mais ça ira, on va y arriver, hein. Dans 10 ans on y arrivera. Bon, voilà, ça donne une idée de l'ambiance, hein, qui est effectivement très, très singulière. Le mouton, il faut quand même le préciser pour les téléspectateurs qui ne sont pas familiers du vocabulaire carcéral, c'est très violent, puisque le mouton, pour les prisonniers, c'est le mouchard qui est introduit par la direction de la prison pour informer la direction de la prison ou la police de ce qui se passe dans une cellule. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette séquence. La première impression que j'ai, moi, vous allez me dire si elle est trompeuse ou pas, c'est que parmi les journalistes qui couvrent la campagne de Ségolène Royal, il y a les amis et les autres. Donc il y a les amis, le cercle très étroit avec qui on plaisante, à qui on fait les confidences, et il y a l'ennemi. Quand Elkabbach arrive, c'est l'ennemi. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Oui, ça se passe comme ça. Ça s'est construit comme ça au fur et à mesure de la campagne. C'est-à-dire que le petit cercle que vous voyez là est là depuis les tout premiers jours, les tout petits meetings au fin fond de la Lozère ou de la Dordogne, et a suivi l'ascension de Ségolène depuis le tout début. Donc évidemment, les liens humains se créent. Ce que je voudrais dire, parce que cette séquence peut être trompeuse, c'est que Ségolène Royal, on pourrait croire qu'elle essaie de construire de la connivence avec les journalistes. Or, ce qui est assez remarquable chez elle et que j'ai apprécié, moi, personnellement, c'est qu'elle ne joue pas à la connivence, elle n'est pas quelqu'un qui essaie de vous tutoyer, qui vous passe la main dans le dos, qui essaie de copiner, d'instaurer une espèce de copinage totalement factice. À l'inverse de ce qu'on racontait par exemple sur Sarkozy la semaine dernière. De Nicolas Sarkozy. Donc de sa part, il n'y a pas ce type de démarche et d'embrigader finalement les journalistes là-dedans. Mais il y a autre chose qui est... qu'on pourrait définir comment? Voilà, alors, comment le définir? Moi, ce que j'ai ressenti, mais c'est très personnel et ça n'engage que moi, c'est qu'elle infantilise les journalistes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a les bons élèves dans la classe, elle est la maîtresse, il y a les bons élèves, il y a les mauvais élèves. Et quand vous êtes bien, quand vous respectez les règles, l'ordre juste, vous êtes un bon élève et vous avez le droit à ces petits off dont les journalistes sont friands, qu'ils adorent. C'est leur oxygène. Hein. Et quand vous êtes un mauvais élève, vous n'avez pas le droit. Jean-Pierre Elkabbach est un très très mauvais élève. Enfin, bon, vous voyez les choses de la même manière, c'est intéressant. Hein. Les bons élèves et les mauvais élèves comme Charlemagne, quoi. Les bons à droite, les mauvais à gauche. Moi, l'impression que j'ai par rapport à Ségolène Royal, à la fois sur les livres que j'ai pu écrire et sur mon travail en hebdo, c'est qu'il n'y a pas de off. Ségolène Royal, elle fait attention à parler de la même façon quand elle est sur un plateau, quand elle est dans un déjeuner avec des journalistes ou avec quelques journalistes. En gros, d'ailleurs, elle le dit à la fin, de toute façon, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il y a eu de croustillant, d'important, par exemple, par rapport à ce que Sarko peut dire quand il fait un commentaire sur la campagne des autres, ça, elle se l'interdit. Donc, aussi bien avec les bons élèves qu'avec les mauvais élèves. Ah oui. Je ne suis pas totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, pour les journalistes bienveillants, des petites compensations. Du genre? Mais des petites infos qui sont glissées à certains, des petites récompenses qu'on voit. Bons élèves, mauvais élèves, vous ressentez les choses de la même manière? Oui, c'est assez juste. Moi, j'utilisais
j'utiliserai pas le terme ami. Enfin, les journalistes qui sont là, qui parlent, ils sont pas amis, ils font leur travail et chacun a une manière, un caractère d'aborder les choses. Après ce genre d'aparté, pour la presse écrite, c'est là que les journalistes travaillent. Oui, non, mais c'est important que vous disiez ça, parce que par exemple là, on peut avoir l'impression que Mandreau du Monde et Delois de France Inter sont très connivantes avec elle. Or, leurs articles sont des articles qui sont, à mon sens, quand on les lit ou quand on les écoute, normalement critiques. Je parle de elle, sa façon de gérer les choses. C'est aussi un moyen de mettre en confiance, j'allais dire, la personne politique, parce que Ségolène Royal est beaucoup dans la méfiance vis-à-vis des journalistes. Qu'ils soient amis même ou mauvais élèves, bon ou mauvais élèves selon votre catégorie. Non, il faut à chaque fois, mais il faut à chaque fois refaire tout le travail de confiance, de dire non mais voilà, là on peut être off, même si on voit bien qu'il n'y a pas de différence, mais la remettre en confiance. Alors, comment ça se fait qu'il faut à chaque fois refaire le travail de confiance avec des gens qu'on côtoie quand même tous les jours, donc avec qui la confiance pourrait s'établir, si elle devait s'établir? C'est une bonne question. Nous, pour le premier livre avec Marie-Ève Malouine, on a eu 3 rendez-vous successifs et à chaque fois, c'est les premières minutes, il fallait la convaincre qu'il fallait qu'elle nous parle pour qu'on n'ait pas que ses détracteurs et qu'à chaque fois elle nous disait mais je ne veux pas donner l'impression que c'est moi qui ai sollicité le livre. Et donc on disait mais non, c'est nous qui faisons un livre sur vous et tout ça. Elle a compris, alors je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais que les Français ou une partie de la population française met les journalistes dans le même camp que les hommes politiques, décriés. Un petit monde qui se côtoie. Et elle ne veut pas être dans ce monde-là. Elle veut être différente. Elle a construit toute sa stratégie là-dessus. Ah bon, donc c'est théorisé, c'est pensé. Enfin, complètement. C'est pensé. Sans arrêt, elle dit « Je ne veux pas donner l'impression que c'est moi qui ai sollicité une cover ». Nous, Le Point, on a fait une cover cet été, l'été dernier plutôt. Plusieurs, oui. On en a fait plusieurs, bien sûr, selon l'actualité. Et quand je l'avais au téléphone pour nourrir mon papier, elle disait « Mais ce n'est pas moi qui demande la cover ». Alors pour moi, c'était évident, bien sûr, elle ne la demandait pas, mais elle est toujours dans ce rapport-là. Alors, bons élèves, mauvais élèves, on va voir comment on peut glisser de l'une à l'autre catégorie, de la droite à la gauche de la maîtresse d'école, pour reprendre votre comparaison. Donc vous suivez sa campagne depuis longtemps, Nathalie Segaune, et vous avez fait plusieurs articles qui n'ont pas plu. Alors, le premier. Vous avez notamment eu des petits ennuis à la suite d'un papier paru en septembre dernier. Alors, ce jour-là, Le Parisien consacrait sa une et 4 pages intérieures à Ségolène Royal. Dans ces 4 pages, il y avait donc un papier de votre plume qui s'appelait « Elle plane, il a le blues » sur le couple Hollande-Royal. Quelques mois avant, il avait été question que François Hollande fasse appel à Lionel Jospin pour être candidat socialiste. Et vous citiez à ce propos un élu proche du couple qui aurait dit, je cite, « Si François fait cela, il ne reverra plus ses enfants ». Alors, la phrase qui fâche, qu'est-ce qui se passe après la publication de ce papier ? Après la publication de ce papier, moi je n'ai moi personne ne me dit rien, personne ne m'appelle. Si, alors j'apprends que je collabore plus, j'apprends le soir même que je ne collabore plus au documentaire pour Envoyé spécial auquel je participais. Parce que parallèlement, vous prépariez un documentaire pour Envoyé spécial sur Ségolène Royal. Et alors c'est important ce que vous dites, vous n'y collaborez plus, mais sur consigne de qui ? De la productrice qui me dit on ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir qu'avant, le soir même, dans sa déclaration de candidature à Vitrolles, Ségolène Royal dit je me porte candidate, mais je veux protéger mes enfants, ma famille, je crois que le terme est je veux protéger ma famille. Et sur place, tout le monde interprète la phrase comme une réponse à mon papier. C'est-à-dire que voilà, ce papier dont tout le monde autour d'elle dit qu'elle est furieuse, cette déclaration avec ce bout de phrase-là veut dire, voilà, attention. D'accord, donc vous êtes exclu de la préparation je sens qu'il y a une tension sur ce papier-là, clairement. Je suis exclue, j'apprends que je suis exclue d'Envoyé spécial. Et alors ce qu'il faut dire, parce que nous on a eu la productrice en ligne, on a essayé de savoir si c'était une consigne de Ségolène Royal de vous avoir fait exclure de la préparation de ce documentaire. Elle a précisé qu'il n'y avait eu aucun coup de fil de la part de Ségolène Royal, ni à Envoyé spécial, ni à la société de production de Valérie Montmartin. Je pense que c'est vrai, mais l'équipe était sur place, était à Vitrolles et ensuite à Marseille, a voulu filmer le dîner ensuite avec Ségolène Royal. Et Ségolène Royal a fait dire à l'équipe de tournage non, vous ne filmez pas, je n'ai pas de problème avec vous, j'ai un gros problème avec Nathalie Segaune. Donc les choses ont été dites, le message il est passé. Il n'y a pas eu de coup de fil, mais je pense que le message est très bien passé. C'est pas la peine puisqu'il y avait un contact direct. Voilà. Cela dit, alors quand on prend cette phrase-là,
cette citation, est-ce que si c'était à refaire, vous la réécririez? Est-ce que vous ne pensez pas que là, vous avez franchi la ligne jaune qui est de faire un peu intrusion dans l'intimité familiale? Si, sans doute, mais si, j'ai franchi sans doute la ligne jaune, vu les réactions ensuite, mais dans ce couple où vie privée et vie politique sont intimement imbriquées, où les enfants sont au milieu, où le fils participe à la campagne et prend position pour sa mère, dit que son père est un politique traditionnel qui pousse le caddie au supermarché. Enfin, on a lu des choses extraordinaires, y compris dans Le Point, de la part de Thomas Hollande. Enfin, c'est une famille où on fait de la politique en famille. Comment parler de cette campagne, de dire la vraie nature de Ségolène, pour reprendre le titre du Parisien, et ne pas évoquer les tensions qu'il y a entre eux pour des raisons politiques. Enfin, la candidature de Ségolène Royal, je crois que c'est un secret pour personne, elle a été quand même difficile à avaler pour François Hollande. Et donc, forcément, ça a eu des répercussions. C'est vrai que c'est très subtil de distinguer, j'imagine, dans votre couverture, la tension politique de la tension conjugale. Oui, bien sûr, c'est même, à mon avis, infaisable de séparer une chose et l'autre. Mais en plus, l'argument de la vie privée, moi, m'a excédé. Parce que qui a mis en scène ses enfants? Qui a posé dans la chambre d'hôpital après son accouchement, qui en septembre 2005, voilà. Alors il peut y avoir des phrases qui fâchent ou qui font grincer, il peut aussi y avoir des images qui fâchent ou qui font grincer. Alors premier exemple, Perrine. Oui, une photo iconoclaste que vous avez prise à Frangy-en-Bresse lors d'une fête socialiste donc en Saône-et-Loire. C'était fin août dernier. Il faisait encore chaud. Ségolène Royal était en jupe et en escarpin. Voilà, donc Libération osait publier cette photo en quasi pleine page. Suivi quelques jours plus tard par Paris Match qui montrait la jupe toute légère d'une Ségolène Royal tout en jambes. Bon, alors, franchement, cette photo d'escarpin, ce que vous n'avez pas sacrifié, ou Libération a publié, a une certaine futilité quand même. Quel est le sens de cette photo? Ségolène Royal est une femme. Certes. Alors, premier point. On ne vous a pas échappé. C'est une femme politique. Et elle joue de sa féminité, elle la met en avant, elle en joue politiquement, parfois pour être sur la défensive. Donc c'est un élément d'explication du personnage politique qu'elle crée, qui est créé, alors consciemment, inconsciemment, mais c'est le personnage politique. Qu'est-ce qui se passe après la publication de cette photo c'est une très jolie photo d'ailleurs d'escarpin et de rose. Je suis déjà assez étonné. Bon, ça c'est à la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse avec Arnaud Montebourg, fin août. On est tout de suite d'accord avec le journal pour passer cette photo. Et je suis assez étonné, le lendemain sur le site internet de Libération, on a pas mal de réactions hostiles. On vous dit quoi? Que je suis misogyne, que j'aurais jamais fait ça pour un homme, ce qui est faux parce que je l'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait des images d'alignement de chaussures noires en cuir. Donc c'est des détails qui disent des choses sur le monde politique. Donc voilà, moi ça m'intéresse. Et du côté de la candidate? Et du côté de la candidate, j'ai pas eu de réaction directe, mais j'ai eu des petites remontrances de la part d'un élu. L'entourage, un élu. Parce que ce jour-là, en plus, nous les photographes, il faut s'imaginer que la fête de la Rose, c'est sur un terrain de foot un dimanche, c'est une fête populaire, il y a une tribune qui est montée, et nous on est le nez au niveau du sol de la tribune. Donc, j'ai pas été le seul à faire cette photo. On a été très nombreux parce que c'était une évidence. Alors, on va continuer sur vos articles. Donc, on a vu un premier qui a fait grincer les dents. Il y en a eu plusieurs autres. Il y a une longue liste de papiers qui ont fâché, Perrine. Oui, notamment un tout petit écho en bas de page, c'était en octobre dernier. Vous racontiez que Ségolène Royal s'était rendue à un débat devant des militants PS à Clermont-Ferrand où elle n'était pas restée tard, prétextant qu'elle avait une longue route à faire. Or, vous révéliez donc dans ce tout petit écho qu'elle avait en réalité fait la route Clermont-Poitiers en jet privé et vous estimiez le coût de son déplacement entre 6 000 et 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe alors dans le pareil après ça? Alors déjà le jour où j'ai cette information et je la vérifie auprès de l'entourage de Ségolène Royal, on me la confirme tout en me disant, à force de nombreux coups de fil, en me disant mais pourquoi vous publiez ça? Quel intérêt ça a? Ça n'a aucun intérêt, vos lecteurs n'en ont rien à faire et ne publient. En clair, on me demande de ne pas la publier cette information. Ce à quoi je réponds que c'est nous qui jugeons de l'intérêt de publier une information ou pas. Donc déjà, avant un problème, l'information
paraît, et Ségolène Royal envoie une lettre à Marie-Odile Amaury pour dire que Marie-Odile Amaury, qui est la directrice du groupe Amaury. Du groupe Amaury qui publie Le Parisien, oui. Pour dire que je ne pouvais pas écrire une chose pareille puisque je n'étais pas sur place. Ouais. Sans démentir. Sans démentir, elle ne peut pas démentir. Les faits sont vrais, m'ont été confirmés par l'entourage. Donc voilà, je n'étais pas sur place et je la traite de menteuse dans l'article, puisque je dis que finalement, ce qui revient à la traiter de menteuse. Et c'est tout. Une lettre, voilà. Alors donc on voit que c'est très tendu pour vous. Alors comment ça se passe maintenant? Je veux dire, vous pouvez toujours suivre les déplacements de Ségolène Royal? Il y a eu des représailles? Il y a eu clairement après la publication de l'article sur Elle plane, il a le blues, elle a appelé la direction de la rédaction pour demander que je ne suive plus sa campagne. Je n'ai plus confiance en elle, je ne veux plus la voir, je ne veux plus qu'elle suive ma campagne. Donc la direction du journal vous a maintenu? Non seulement m'a maintenu, mais m'a incité à continuer à aller faire ces voyages pour lui montrer qu'elle n'avait pas à choisir les journalistes, que je ne lui plaisais pas, mais que c'est pas elle qui choisirait, que Le Parisien était... Alors concrètement, là maintenant... Donc j'ai continué, et petit à petit, voilà, je pense franchement qu'elle est... Je pense franchement qu'elle a compris qu'elle avait... C'est quelqu'un de très étrange, Ségolène Royal. C'est-à-dire que quelques semaines après, elle disait au même directeur de la rédaction il faut qu'on se voit avec Nathalie, c'est un malentendu, il faut renouer les liens, etc. Mais Nathalie Segonde, quand vous y retournez aujourd'hui, je ne sais pas moi, elle vous parle? Par exemple, quand il y a des séquences comme celles qu'on voyait au début de l'émission, là, de confidences en petit comité autour d'une table où on se raconte des choses qui ne sont pas non plus des secrets d'État, mais voilà, vous êtes admise à la table? Oui, je suis de nouveau admise, oui. Je suis de nouveau et j'ai le droit de poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Et on me répond. Pour autant, vous me racontiez que les attachés de presse ne vous donnaient pas forcément toutes les informations sur ces déplacements, la veille, l'avant-veille, et que du coup... Oui, alors c'est même pire que ça. Enfin, récemment, sur un reportage en Seine-Saint-Denis, on m'a dit non, il y aura un pool, il n'y aura que l'AFP, et donc tu ne peux pas venir. La réunion te sera fermée. C'était une réunion avec des enseignants, et j'arrive et je vois que finalement tous mes confrères du Monde, de Libération, etc. étaient là. Bon, mais alors ça c'est quoi? Attendez, ça c'est très important, puis on va revenir à Julia. Ça c'est quoi? C'est de l'amateurisme ou c'est la volonté de vous exclure? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que l'entourage a intérioriser la colère de Ségolène Royal à mon égard, qui, de la part de Ségolène Royal, est passée, qu'elle a fini par passer sur cette colère, mais qu'en revanche, l'entourage, je suis encore le mouton noir. C'est l'entourage qui en a hérité, voilà. Je suis encore ce mouton noir. Une question à vous poser, c'est comment vous expliquez que les journalistes, finalement, acceptent ce jeu de l'infantilisation? Parce que c'est quand même des rapports auxquels on n'est pas très habitué au jour le jour en tant que personne adulte, ni même avec les autres personnages politiques. Et apparemment, vous vous avez peut-être pas rendu compte de la façon dont ça s'est installé. Comment est-ce que c'est possible? C'est une question que je me suis souvent posée. Je pense que beaucoup de journalistes, pour travailler, ont besoin d'être vraiment en empathie avec la personne, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pense qu'il l'accepte parce que je sais pas, franchement c'est très personnel. C'est quelqu'un, moi j'ai franchement vu des journalistes qui ont eu envie de la protéger par moments. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très désarmant pour nous, qui peut même être très attachant, c'est le danger, et qui a des fragilités en quelque sorte et qu'on peut avoir envie, je le comprends très bien, de protéger. Voilà. Alors, on a voulu en avoir le cœur net et vérifier par nous-mêmes, parce qu'effectivement, on avait, Perrine, dans votre enquête préalable, vous aviez entendu dire toutes ces choses, mais on a voulu aller sur le terrain. Et donc, Julia, vous avez accompagné Ségolène Royal cette semaine dans un déplacement dans la région parisienne, un déplacement consacré au sport, au thème du sport, et qui a été assez sportif. Oui, vous vous souvenez, mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin et Ségolène Royal avait organisé un déplacement à Essonne dédié justement au sport. Après quelques coups de fil un peu soutenus, j'ai pu découvrir, parce qu'il s'agit vraiment d'une découverte, que Ségolène Royal sera dans un stade dans la région parisienne et où il y aura un entraînement de l'équipe de rugby de France. L'équipe de France de rugby, voilà, le 15 de France, comme on dit. Voilà,
je me suis retrouvée au milieu des journalistes sportifs qui, eux, savaient tout de pédigré de joueurs, mais n'étaient pas forcément au courant de l'arrivée de Ségolène Royal. Les joueurs étaient acclamés par les enfants qui se trouvaient dans les tribunes, visiblement super contents de voir leurs héros. Plus tard, l'entraînement a débuté et à la suite de ça, 1 heure plus tard, c'est Ségolène Royal qui est arrivée elle-même avec un magnifique parka aux couleurs de l'équipe de France de rugby, sauf que son accueil était beaucoup moins enthousiaste que celui de l'équipe de France. Voilà, il siffle. Moi, j'aurais bien aimé m'approcher et savoir ce qui se passe au centre de ce stade. Mais comme d'autres journalistes, je suis empêchée par les barrières métalliques. Ségolène Royal poursuit sa visite et à un moment donné, toujours sous les sifflets, il s'approche pour entamer un dialogue des gradins, mais ça ne marche pas et donc quelques minutes plus tard, sous les sifflets, elle quitte le stade. Alors moi j'aurais toujours bien aimé de la suivre, mais là c'est les vigiles qui m'empêchent de pénétrer dans le couloir où visiblement Ségolène Royal est en train de discuter avec les joueurs. Ce qui se passe derrière, c'est qu'une fois que Ségolène Royal a quitté les lieux, enfin libre, moi, surprise, je tombe à l'extérieur du stade, nez au nez avec les journalistes politiques qui sont censés suivre le déplacement de Ségolène Royal à Essonne. Alors bon, il faut être très très clair, parce qu'on n'a pas forcément bien compris le déroulé du film. Comment vous avez pu entrer dans ce stade et pas tous les confrères qui théoriquement étaient censés suivre sa campagne? En fait, j'étais victime d'un traitement particulier, visiblement, de la part de service de presse de Ségolène Royal, qui m'a pas informée, pour les raisons qui m'échappent totalement, de la première partie de la visite de Ségolène Royal. Donc moi, je me suis retrouvée dans la deuxième partie, c'est-à-dire au stade, tandis que les journalistes politiques, eux, l'attendaient au premier lieu de rendez-vous, sous la pluie battante. Et c'est avec un grand retard qu'ils ont appris que Ségolène Royal, finalement, ne se présentera pas à ce rendez-vous et ira directement au stade voir les joueurs de rugby. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent l'autobus qui leur est gentiment présenté par le service de presse du Parti socialiste, mais quand ils arrivent au stade, c'est déjà terminé et c'est seulement dans l'autobus, en y remontant dedans, qu'ils vont apprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, ça va plutôt dans le sens, ça, de l'amateurisme. Plutôt que de la volonté de cadenasser ou de restreindre la liberté de la presse. Parce que j'imagine qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait des sifflets. Donc l'image de Ségolène Royal et du 15 de France, son staff devait la vouloir, devait la désirer. Donc c'est plutôt un ratage, non? Non, moi j'étais pas dans le bus parce qu'on a été punis de bus, nous, Libération, le matin. Comment ça? Attendez, puni de bus, ça veut dire quoi? Oui, j'ai pas bien compris pourquoi. Non, mais puni de bus, ça veut dire quoi? On vous dit quoi? On nous dit qu'il n'y a pas de place dans le bus alors qu'il y en a, mais donc voilà, donc on a c'est pas grave, moi j'aime autant être autonome et prendre une voiture et suivre. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on est arrivé à Évry pour le premier rendez-vous. Alors, c'est global, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir les informations. Voilà, on a du mal à avoir. Non, mais ça tient à quoi? Ça tient à ce qu'on veut pas que vous soyez là ou je pense pas. Vous savez pas? Je crois que c'est un peu tout ça mêlé. Je crois qu'il y a. Alors, juste pour finir l'histoire, fin de la journée, Yulia. Oui, fin de la journée, parce que, comme vous l'avez bien compris, jusqu'alors, les journalistes n'ont rien en boîte. Donc, ils vont attendre la fin de la visite à Marcoussis, dans le centre sportif, c'est-à-dire 18h de la journée, pour avoir la version officielle du co-directeur de Ségolène Royal, Jean-Louis Bianco, de ce qui s'est passé sur ce fameux stade. On va s'organiser. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit point là maintenant avant que Ségolène Royal arrive. Le micro est allumé? Oui. Si ça vous va? C'est bon. Ça nous va. J'ai rien. J'ai aucun signal. C'est bon? Alors, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans ce stade? Puisque c'est un peu. Parce qu'on n'y était pas. Eh oui. Ségolène Royal est partie avant notre arrivée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle aurait été sifflée. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc les enfants dans le stade. Il y a eu un mélange dans les tribunes d'applaudissements, de cris et de sifflets. Et on n'a pas très bien compris pourquoi. En réalité, après, on a compris pourquoi. C'est qu'ils étaient restés dans les tribunes alors qu'ils étaient venus pour aller voir les joueurs de l'équipe de France de rugby qui s'entraînaient. Et pour des raisons de sécurité qui n'avaient rien à voir, c'est à cause de la pluie, avec la venue de Ségolène Royal, ils n'ont pas pu descendre. Donc ils n'étaient pas très contents. Après, quand Ségolène est venue les voir, ils étaient contents. Et ensuite, quand les rugbymen de l'équipe de France sont montés
dans les tribunes, ils étaient contents aussi. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc après, elle a vu, elle, toute l'équipe de France de rugby avec la Passet, avec les entraîneurs. Le vice-président du Conseil général de l'Essonne dit que c'est en réaction au fait que la manifestation aurait été récupérée, que les jeunes n'auraient pas apprécié. Non, je ne crois pas du tout que c'est ça. D'après ce que j'ai vu moi et ce qu'on nous a dit là-bas, y compris les gens, les professeurs d'éducation physique et sportive et les joueurs d'équipe de France de rugby, la raison était celle-là, qu'ils n'ont pas pu descendre sur le terrain. Vous ne regrettez pas de l'avoir fait venir au stade, même si Pas du tout. Elle ne s'est pas fait bousculer, simplement il y a eu cette réaction, mais encore une fois, elle n'était pas tournée vers elle. Mais vous réfutez bien tout sifflet contre Ségolène Royal particulièrement. Ah oui, tout à fait. C'était pas des sifflets contre Ségolène Royal. elle l'a ressenti comment Elle n'a pas ressenti comme agressive parce qu'elle était souriante, elle est allée vers les enfants et elle a été très très bien accueillie quand elle est montée dans les tribunes. David ? C'est quand même étonnant quand on voit le caractère poussif de cette communication pendant la campagne présidentielle. On se demande comment ça a pu marcher pendant toute la préparation, c'est-à-dire avant les primaires socialistes. C'est-à-dire cet immense engouement médiatique. On a le sentiment que ce n'est pas les mêmes communicants qui l'ont fait, ou alors ils n'ont rien fait et ça a suffi. La mayonnaise a pris toute seule, et voir maintenant à quel point c'est laborieux, c'est difficile à se mettre en place, voir les circonvolutions dont le pauvre Bianco est obligé de faire acte pour expliquer, pour faire un véritable déni de réalité. C'est-à-dire qu'elle a été sifflée dans un stade et il enfile les perles pendant 5 minutes. C'est étonnant de voir comment N-1, il y a cette espèce de grande mayonnaise médiatique qui prend, et comment dans la campagne électorale, sans doute avec les mêmes équipes, la même candidate, etc., comment ça devient difficile de séduire les médias. Pour prolonger la question de David, tout cet aspect qu'on vient de décrire sur le plateau, cet aspect infantilisant, cet aspect amateuriste, c'est quelque chose qu'on découvre maintenant depuis début janvier, ou vous le ressentiez déjà pendant la pré-campagne, mais vous le disiez pas? Ah non, mais nous on l'a ressenti, mais on le ressentait, mais ce que dit David Abicar est vrai, c'est que la mayonnaise a pris toute seule. Nous, on n'a fait qu'accompagner le mouvement. Et en plus... Non, mais ces rapports infantilisants et cet amateurisme de l'organisation, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà percé pendant la pré-campagne? Oui. Et vous l'écriviez à l'époque? Non. Pourquoi? Parce qu'on racontait les coulisses de... On a toujours le même problème, nous, en tout cas en presse écrite. On n'est pas Daniel Schneiderman en même temps que Nathalie Ségolène. C'est-à-dire qu'on ne va pas décrypter en permanence, raconter les coulisses de comment ça se passe, qu'à tel endroit... on a toujours eu ce problème avec elle, d'amateurisme. Vous racontiez beaucoup de choses. Vous racontiez les jets privés, vous racontiez les rapports de couple, vous racontiez beaucoup de choses. Oui, on voit ce que ça m'a coûté. Enfin, en même temps, je comprends que mes confrères ne l'aient pas fait, mes consoeurs, parce que c'est compliqué, quoi, de raconter en même temps raconter que ça se passe mal, que c'est mal organisé, il y a beaucoup d'amateurisme autour d'elle, et puis en même temps raconter la ferveur, etc. Vous quand même. Et pourquoi pas? Non, mais si l'amateurisme, vous le voyez, beaucoup de place déjà dans le journal, et puis il y a quand même une chose qui prime sur l'autre. Enfin, quand même, au résultat, c'est qu'elle est investie. Non, mais alors il y a un autre exemple, qui est un exemple en image. C'est une question que je voulais vous poser. Pendant toute cette période de pré-campagne, en fait, on la voyait sourire tout le temps, Perrine. Toutes les photos qui étaient publiées d'elle étaient des photos souriantes. Oui, c'est vrai qu'on a replongé un peu dans toutes les unes qui avaient jalonné ces 2 dernières années et puis surtout ces derniers mois avec la pré-campagne et son investiture. Et donc ce qui frappe effectivement, c'est ce sourire complètement éclatant de Ségolène Royal. Mais ces dernières semaines, depuis qu'il y a ce que les médias appellent le trou d'air dans cette campagne, est apparu tout d'un coup en une des magazines et des journaux une Ségolène Royal soucieuse, grave, pensive, voire triste, ou même méprisante, comme ici en une du Figaro magazine. Et alors ce qui nous a étonné, c'est que les rédactions ont même ressorti des photos anciennes pour illustrer des faits d'actualité. Par exemple, là, pour évoquer les dérapages diplomatiques de Ségolène Royal, le Figaro utilise une photo qui, en fait, date d'un meeting quelques semaines avant. Et par exemple aussi, pour illustrer la suspension d'1 mois de son porte-parole Arnaud Montebourg, on va rechercher des photos de Frangy, donc d'août dernier, où, comme par hasard, ils n'ont pas l'air super contents. Voilà. Bon, alors là, c'est vrai qu'on ne comprend pas. C'est que depuis janvier, elle ne sourit plus. C'est arrêté de sourire et elle fait la gueule, ou c'est que vous avez ressorti des tiroirs, des photos où elle faisait la gueule pour illustrer une situation politique nouvelle? Il y a plusieurs choses. Elle sourit et elle fait la gueule par alternance, en permanence, et ça depuis toujours. Bon, donc, alors pourquoi on voyait que des photos souriantes et aujourd'hui que des photos grimaçantes? Les photographes font des photos des 2 émotions, des 2 sentiments, tout le temps. Et ils les proposent à leurs agences, à leurs journaux, en permanence, qui les archivent. Après, une image, elle a plusieurs vies. Elle a une vie sur l'actualité et l'événement précis,
Et elle a une vie dans le cadre d'un papier d'analyse, d'un dossier plus complet, où on va évoquer un sentiment, et à partir de là, on va chercher une image qui va soutenir cette idée. Alors après, moi, ça me choque pas. On est dans une séquence où, voilà, Ségolène Royal est en campagne depuis juillet, juin dernier, voire même on peut remonter jusqu'au régional. Donc, à partir de là, ces images qui sont produites dans cette séquence politique-là, qui est en train de se jouer, sont valables et ont légitimité. Y compris si elles ont 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Oui. Et y compris à la une d'un quotidien, parce que je sais pas moi, à la une d'un quotidien, est-ce que le pacte avec le lecteur, c'est pas qu'on va lui donner des informations fraîches, des informations de la veille? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça peut être un dossier sur une idée, sur une analyse, sur un dossier. C'est pas forcément une actu chaude. Alors, juste un bémol. Pour notre cover de la semaine dernière, où on a fait sur Ségolène Royal le mystère, on a gardé une photo d'elle quand même souriante. On n'a pas voulu rentrer dans ce schéma-là, où on avait effectivement bien vu que d'autres préféraient mettre des photos peut-être en rapport évidemment avec ce qu'elle racontait, où elle traversait une passe difficile. On a préféré garder la photo en cover. C'est celle-ci? Non. Non, ça c'est celle du mois d'août. Mais c'était déjà le mystère, hein. Vous avez fait 2 fois le mystère? Là, on a fait le mystère de la maison royale. Oui, là, c'était le mystère sur la campagne interne. Mais il faut continuer à photographier les chaussures, comme ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez un sort particulier, vous, les photographes, avec Ségolène Royal, ou est-ce que finalement, ça se passe comme avec tous les personnages politiques? Non, ça se passe pas comme avec tous les personnages politiques. Alors, c'est quoi la différence? C'est plus compliqué, parce que je pense qu'elle a un problème de confiance. On parlait tout à l'heure de la confiance. Elle a un problème de confiance par rapport à son image propre. Donc elle a très peur de quelque chose, d'un photographe qui serait à un endroit où ça irait pas, le profil serait pas bon, l'axe ne serait pas bon. Donc ils essayent de cadrer ça au maximum. C'est quoi l'équivalent du off pour un photographe? Le hors-champ. Mais le hors-champ, il est très compliqué à avoir aujourd'hui sur ce genre d'espace. Parce que justement, on est face à des endroits où on nous impose des places, et donc des axes, et donc des points de vue. Et le pire étant tout ce qui a été forum participatif, où on avait des mises en place de salles qui étaient en rond, et où nous, on tournait autour et on pouvait faire qu'une seule image de la candidate au milieu des gens. Mais chacun essaie de tirer son épingle du jeu, parce que c'est très compliqué de la photographier. C'est très compliqué d'avoir accès au moment où on peut la photographier. Très bien. Écoutez, merci à tous trois de nous avoir éclairés sur les coulisses de la Ségolène. Je pense que l'émission était aussi instructive que la semaine dernière sur les coulisses de la Sarkozy. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h40. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir